l'actualité de cette semaine. Bien, Pascal Pavageau est parti, mais on va un tout petit peu plus loin. On parle aussi avec vous, Monsieur Philippe Louis, de la situation sociale en France et puis de votre rôle, un rôle qui est assez souvent contesté. Les syndicats, non pas vous en tant que président de la CFTC, mais les syndicats sont un peu boudés par les Français. Il y a une forme de défiance à l'égard des organisations syndicales pour des raisons qu'on a évoquées d'ailleurs avec Monsieur Soubi. Quand vous gagnez une conquête sociale, tout le monde en profite. Du coup, d'ailleurs, pourquoi se syndiquer, pourquoi s'engager, prendre le risque peut-être dans certains cas d'être mal vu de ses patrons. Vous êtes puissant, représenté de façon assez massive dans le secteur des services et du commerce. C'est un secteur qui est directement réinterrogé par les mutations économiques aujourd'hui. Introduction du digital, le e-commerce, la question de l'ouverture du travail du dimanche. Est-ce que vous avez une réflexion sur la nouvelle économie du XXIe siècle et comment, comme syndicat, vous proposez des solutions à ceux qui travaillent dans ces secteurs? Alors, déjà, en étant honnête et en leur disant ce qui va se passer. Parce que ce qui va se passer, ça risque de se passer très vite. On a vu arriver à un certain moment le code barre qui est arrivé pratiquement du jour au lendemain. On voit aujourd'hui, avec les étiquettes RFID, qu'en fait les chariots vont bientôt passer et on aura l'addition du chariot sans savoir... C'est le cas aux États-Unis, c'est assez courant. Tout à fait. Donc, par rapport à ça, voilà, il faut dire la vérité. Alors, dire la vérité, c'est pas une posture qui est partagée par tout le monde. Parce qu'on voit bien qu'il y a, malgré tout, dans les organisations syndicales, des syndicats qui vendent les vieilles lunes, si je puis dire, qui disent, voilà, on va revenir en arrière, les acquis perdus, on va les regagner. Vous êtes dans une posture, si je puis dire, un petit peu plus réaliste, l'économie change, il faut s'adapter. Tout à fait, je pense qu'il faut, encore une fois, ça change, on peut soit le refuser, soit essayer de l'arrêter. On n'y arrivera pas. Soyons honnêtes, on n'y arrivera pas. Donc il faut l'anticiper. Que disent les gens qui sont salariés? C'est intéressant ce que vous dites là parce que on a l'impression qu'il y a en France une espèce de résistance à certains endroits, une résistance au changement. En tout cas, une difficulté au changement. Vous avez un langage de vérité, mais ça ne plaît pas à tout le monde finalement la vérité. Je ne suis pas sûr. Vous savez, quand vous parlez à ces salariés-là, que vous leur dites, voilà, ton boulot va être supprimé, ce boulot que tu fais, ou modifié, mais il y a d'autres possibilités. Peut-être que tu as d'autres espoirs de travailler sur un autre métier, de te recycler, voilà, voilà, être hôtesse de caisse, est-ce que c'était ton rêve? Non, c'est pas une finalité. C'est pas une finalité. Ouais. Donc si on ouvre des perspectives à ces gens-là, il n'y a aucun problème. Au contraire, on les fait rêver. Mais après, il faut effectivement aller jusqu'au bout. Et là, il faut entamer une formation, il faut entamer un accompagnement pour pouvoir arriver au bout de la transformation. Alors ça, c'est un syndicalisme très réaliste. On va regarder la tablette ensemble. Pourquoi est-ce que les syndicats baissent en France? Pourquoi est-ce que leur influence décroît en France? Vous voyez, là, on a sur ce graphique une comparaison sur une période de temps assez longue. Alors, ça s'arrête en 2010. Mais la tendance s'est poursuivie. On part de 1960 pour arriver à 2010. Et qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que dans des pays, vous voyez ici en jaune, comme la Norvège, le taux de syndicalisation est resté relativement constant. Qu'en Allemagne, il a baissé. Qu'en France, c'est l'endroit précisément où il a le plus baissé. Qu'est-ce qu'il faut en retenir? Est-ce que le syndicalisme français a une particularité? Est-ce qu'il est un peu hors sol, hors sujet, si je puis dire? Comment expliquer que c'est dans ce pays, qui est pourtant un pays de lutte sociale, syndicale, politique, c'est le pays dans lequel on a fait le congrès de Tours, on le disait tout à l'heure, avec Raymond Soubi, les sociodémocrates se sont séparés des communistes révolutionnaires. La CGT est née au congrès de Tours. C'est dans ce pays qu'il y a une tradition. Comment se fait-il que ce soit ici que le syndicalisme recule le plus? Il y a déjà un autre constat qu'il faut faire, c'est que pratiquement 98% des salariés sont couverts par une convention collective. Les conventions collectives, ce sont les organisations syndicales. Sûr, ouais. Voilà, on l'oublie, ça. Ça, on l'oublie. Tous les acquis qu'on a pu avoir dans les entreprises, ce sont les organisations syndicales qui les ont négociés. Mais il n'est pas nécessaire d'être syndiqué pour en bénéficier. Tous les salariés en bénéficient. On a mis en place des choses extraordinaires en France. La retraite complémentaire. Ouais. Retraite complémentaire, tous les salariés bénéficient de la retraite complémentaire. Certes, ils cotisent. Mais dans certains pays, en fait, ce sont les organisations syndicales qui gèrent tout ça. Mais il y a pratiquement une obligation de se syndiquer pour pouvoir en bénéficier.
Donc vous voyez que ce n'est pas tout à fait la chose. En France, on a fait le pari de dire on va faire une gestion désintéressée. C'est-à-dire qu'on ne va pas uniquement gérer pour nos syndiqués, on va gérer pour tous les salariés. Et donc du coup, petit à petit, l'intérêt de se syndiquer a un petit peu disparu. Mais on le retrouve aussi l'intérêt pour les organisations syndicales au moment des votes dans les entreprises. Et là, on n'est plus sur ces proportions-là, parce qu'on a des votes, on n'a pas à rougir par rapport aux politiques. On est au-dessus de 50% de participation. Donc, vous voyez, ce n'est pas tout à fait la même chose d'un pays à l'autre. Il y a beaucoup de choses qui diffèrent. Il y a l'histoire aussi qui fait que... Bien sûr. Voilà, donc c'est tout ça, hein, ça s'explique. Monsieur le Président, je voulais aussi qu'on échange autour de l'argent des syndicats. Vous savez que c'est un sujet. Les cotisations représentent quelle part de votre financement? Alors, si on prend la Confédération, c'est-à-dire ces unions départementales, ces syndicats, en gros 50%. Bon, il reste 50%, et vous voyez, je reviens à la tablette, là. On parle du financement annuel du syndicalisme, c'est une enveloppe d'environ 4 milliards d'euros de ressources, et on voit, très simplement, hein, ici, on voit que 90% viennent des entreprises et que les ressources propres constituent une part extrêmement marginale. Est-ce que ce n'est pas aussi un des points faibles finalement du syndicalisme en France, c'est que les cotisations ne représentent pas suffisamment? Au fond, vous n'avez pas les moyens de votre indépendance. Le syndicalisme, il est... Bien sûr, vous avez une indépendance revendicative, je le vois à votre attitude, mais en même temps, quand on dépend des financements publics ou du financement des employeurs, est-ce que ça ne crée pas un rapport de force un peu biaisé? Alors, je ne pense pas qu'on puisse dire que le financement vienne des employeurs. Le financement, effectivement, est payé par l'entreprise, oui, mais il repose sur la masse salariale. Oui. On parlait tout à l'heure du taux de syndicalisation. Moi, j'ai plus tendance à dire qu'en fait, il faut que chaque salarié sache que sur sa fiche de paye, son employeur participe pour 2 ou 3 euros pour le financement des organisations syndicales. Ensuite, à quoi nous sert cet argent? Cet argent nous sert simplement à être au service des salariés. Alors, c'est certes l'argent du paritarisme, mais en fait, on est là pour essayer d'apporter des informations aux salariés. Regardez la formation professionnelle. On vient d'avoir une réforme, c'est de plus en plus compliqué. On sait que les salariés doivent être de plus en plus accompagnés. Mais avec cet argent, en fait, on fait quoi? On fait un accompagnement des salariés. On essaye d'être le plus proche des salariés pour leur dire à quoi ils ont droit, pour essayer de les orienter, pour essayer de leur donner des pistes. Ouais. Mais c'est vrai dans tous les domaines. Alors, comment évolue le rapport de force sociale dans les entreprises? On évoquait tout à l'heure certaines situations de violence. On parlait de la chemise arrachée, du DRH d'Air France. Alors c'est un exemple parmi d'autres, hein. Il a été très emblématique parce que cette image a fait le tour du monde. En même temps, c'est une entreprise qui s'appelle Air France. Il y a le mot France dedans, elle est très symbolique. On a eu pendant très longtemps l'impression que c'était une entreprise qui participait à la souveraineté, hein, de la République. Est-ce que les rapports sont aussi tendus dans les entreprises qu'on le dit, parfois jusqu'à l'affrontement physique, parfois jusqu'à la prise d'otages? Vous voyez ce que je veux dire? On rentre dans un monde qui est un monde de moins en moins coopératif et de plus en plus violent. Vous le constatez aussi? Non, moi je dirais pas ça. Vous savez, je pense que dans énormément d'entreprises, il y a un dialogue social de qualité, et ça se passe bien. Alors, je ne dis pas qu'on obtient tout ce qu'on veut, mais des cas existent. Vous savez, quand on a des entreprises qui ne veulent pas dialoguer et que ferment la porte, la direction ferme la porte, c'est là qu'on a des escalades. Mais est-ce que ça existe toujours? Est-ce que les patrons ont changé? Est-ce que les patrons ont évolué en France? Il y a eu un patronat de droit divin au XXe siècle, très industriel, parfois un peu paternaliste. D'une certaine façon, un patronat partageur aussi, parce que les salaires augmentaient extrêmement vite, même s'ils étaient modestes. Est-ce que les patrons ont changé, y compris dans la relation qu'ils ont avec vous? Alors, je pense qu'ils sont en train de changer, parce que le monde est en train de changer. On parlait du numérique avant. Et les entreprises voient bien qu'elles sont obligées, elles aussi, de changer, de se moderniser, de restructurer. Et restructurer dans un conflit social, c'est jamais bon pour une entreprise. Restructurer par le dialogue avec les salariés, ça se passe toujours mieux. Alors, ça se passe pas toujours mieux, mais en règle générale... De façon générale, regardez, on a des possibilités de signer des accords dans les entreprises, des entreprises qui se restructurent. On voit qu'il y a dans des grandes entreprises, prenons Peugeot,
on voit qu'il y a un accord qui a été signé, où certes on peut prévoir des départs volontaires, on peut prévoir un certain nombre de choses, mais ça se passe sereinement. Et on voit que l'entreprise peut prospérer et que les salariés, du coup, ne sont pas les perdants, parce qu'eux gardent aussi leur emploi. Et on voit que là aussi, tout ça peut se faire dans le calme et dans le dialogue. Je voudrais qu'on revienne un petit instant sur un conflit qui a été très spectaculaire, qui a duré très longtemps. C'est le conflit de la SNCF cette année. Alors, la CGT, Sudrail notamment, ont été très actifs. Les autres syndicats aussi, il y avait une intersyndicale, il serait faux de dire qu'il n'y avait que deux organisations en tête. Tout le monde était d'accord pour, dans certains cas, repousser la réforme, interdire la réforme, dans d'autres cas pour l'aménager. On voit que finalement, la réforme, elle a été votée, que la concurrence arrive au mois de décembre, à partir du mois de décembre de cette année, 2018, que vraisemblablement la convention collective sera renégociée sur des bases qui permettront de transférer ce qu'on a appelé le sac à dos social. On passe des avantages de l'entreprise aux avantages de la convention collective, tout ça va suivre. Est-ce que c'est pas la démonstration finalement que là, les syndicats n'ont servi à rien? Je dirais pas ça en fait. Vous savez, quand on met à mal un statut qui a une histoire, les salariés, les cheminots se sentaient protégés par ce statut. Et donc, moi, je comprends leur réaction en disant, attendez, vous nous enlevez notre statut, mais vous ne nous direz pas ce qu'on a après. Et donc, il n'y a pas suffisamment, on aurait dû négocier la convention collective avant et voir effectivement... On fait souvent les choses dans le désordre, vous avez remarqué ? On fait les choses dans le désordre et on crispe tout le monde. Et mais vous parlez beaucoup de l'histoire. Enfin, l'histoire, par définition, c'est ce qu'il y a derrière nous. La réalité de l'économie aujourd'hui, c'est que demain, des trains de la Deutsche Bahn vont rouler en France, des trains de Traînée Italia, il y a déjà des trains d'Eurostar, il y a déjà de la Deutsche Bahn quand on va à Strasbourg ou en Allemagne. Au fond, il n'y a pas eu de cataclysme. Et probablement, dans mon esprit, ce qui justifie le malentendu entre l'opinion et les syndicats, c'est que souvent les prophéties d'un monde apocalyptique sur le terrain social ne se produisent jamais. Oui, mais heureusement. Heureusement. Non, mais je ne dis pas le contraire. Non, non, mais c'est bien ce que je dis. Face à tous ces bouleversements, voilà, il y a trois attitudes, encore une fois. Soit on essaye de les repousser, soit on essaye de ne pas y croire, et soit on les devance et on réforme. L'ouverture à la concurrence, ça fait longtemps qu'on la connaît. Bien sûr. Et on savait vers où on allait. Pourquoi ne pas négocier un statut avant, faire les choses dans l'ordre? On avait le temps. Mais quand on arrive au taquet, on faut faire les choses à l'envers, parce qu'on n'a plus le choix. Donc voilà, c'est bien le dialogue et c'est bien l'anticipation qui fait qu'on arrive à faire bouger les choses dans le bon sens et dans un bon climat social. Philippe Louis, merci. Vous êtes le président de la CFTC. On jette un œil ensemble au vote du jour. Je vous ai demandé aujourd'hui si vous faisiez confiance aux syndicats pour représenter vos intérêts. Oui, 10%, non 90%. Il y a encore probablement beaucoup à faire. Beaucoup de pédagogie, beaucoup de pédagogie à faire pour convaincre que les syndicats sont utiles, en tout cas au dialogue social. Il faut être deux pour dialoguer, c'est un point sur lequel on n'aura aucune contestation, ni vous ni moi. Merci de votre intérêt, de votre fidélité. Périscope est terminé pour aujourd'hui.